Merci. Donc, je voudrais d'abord remercier Clément Sanchez pour m'avoir invité à faire cette présentation ici, donc, où je vais vous parler essentiellement de polymères organiques, donc en balance avec ce qu'il nous a dit sur les polymères d'origine minérale. Et donc, on va parler essentiellement de macromolécules synthétiques. Là, on va voir qu'il existe aussi des macromolécules analogues qui sont d'origine naturelle. Donc, vous les connaissez soit directement, soit indirectement parce que vous y avez affaire dans votre vie quotidienne. Donc, les matériaux polymères sont absolument partout et parfois dans des endroits totalement insoupçonnés. Donc là, je pense que les matériaux que je vous montre ici sur cette première image sont ceux que vous avez probablement le plus l'habitude de voir et d'identifier comme des matériaux polymères. Donc on leur donne souvent des noms qui ne sont pas toujours les noms scientifiques, mais qui sont les noms qu'on a l'habitude d'employer pour les caractériser. Donc on les appelle très souvent plastiques, hein. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est le terme que l'on emploie pour les définir, comme une bouteille en plastique par exemple. On les appelle parfois résine, caoutchouc en fonction des propriétés en particulier de transition vitreuse, mais parfois ce sont des colles, des vernis, des peintures, des matériaux composites qui sont souvent constitués de polymères et d'autres espèces qui ne sont pas toujours des polymères, des gels également et des biomatériaux. Donc on leur donne des noms scientifiques qui sont parfois des noms plutôt commerciaux. Le polystyrène est bien un nom scientifique, mais le plexiglas, ça n'est pas du tout un nom scientifique, c'est une marque de polymère qui est en fait du polyméthacrylate de méthyle, polyuréthane, Kevlar, PVC, époxy, etc. Donc il y a toute une nomenclature des polymères, qu'ils soient donc d'origine purement quotidienne ou des noms scientifiques issus de la nomenclature donc des polymères définis par l'IUPAC ou le groupe français des polymères. Donc d'autres exemples, on retrouve des polymères dans les textiles, hein, soit dans ce qu'ils constituent les textiles par eux-mêmes, mais qui peuvent également modifier leur état de surface, par exemple des espèces fluorées qui vont rendre ou des silicones qui vont rendre les textiles totalement hydrophobes, comme c'est le cas qui est montré ici. On va les trouver dans les encres, dans les pneumatiques, dans les colles, les adhésifs repositionnables ou adhésifs permanents, beaucoup dans les peintures, et ce sera probablement un des axes sur lequel je vais aller tout à l'heure, même si ça n'est pas directement l'application peinture, dans le couchage du papier. On les trouve beaucoup dans des matériaux beaucoup plus sophistiqués de l'aéronautique, l'automobile, les bateaux, etc. Et soit dans les pièces moteurs, soit dans les pièces de structure, qui peuvent subir des très grandes variations de température, donc soit des températures très élevées, soit des températures très basses, des grandes différences de pression, donc de très grandes sollicitations mécaniques. Et souvent, ce que l'on retient des polymères, c'est que ce sont à la fois des matériaux légers, qui ont également toute une grande variété de possibilités en termes de propriétés mécaniques. Mais en réalité, donc, je vais vous le montrer à travers ce séminaire, ça n'est pas que ça. Donc on trouve aussi les polymères dans des matériaux qui sont élaborés pour des applications biomédicales, donc des biomatériaux, des lentilles de contact. On est tous confrontés à ce problème-là, donc de la vue, les lentilles de contact, mais aussi les verres de lunettes. Le diagnostic médical, on ne le sait pas toujours, mais emploie très souvent des polymères à l'état de particules ou également des couches de polymères sur des matériaux plans, donc des monocouches de polymères qui ont des propriétés de reconnaissance en termes de diagnostic médical, c'est-à-dire des relations antigènes-anticorps. On les trouve dans tout ce qui est cosmétique également. Et de plus en plus, on les voit apparaître dans tout ce qui est traitement ciblé par des nanoparticules donc, qui ont la capacité d'encapsuler une charge thérapeutique et de pouvoir viser un organe malade par la nature des espèces qui ont été absorbées ou fixées de manière covalente aux interfaces. Donc vous voyez qu'effectivement les matériaux polymères sont multiples, ils sont de propriétés extrêmement variées et il est évident qu'on ne peut absolument pas en 1 heure de temps balayer à la fois tous les matériaux possibles, toutes les propriétés possibles et leur caractérisation. Donc en fait j'ai dû faire un choix et ce choix a été plus ou moins dicté par le titre que Clément vous a présenté donc aujourd'hui, les travaux qu'il vous a présentés. Donc je vais commencer par aller dans des grandes généralités sur ce que sont les polymères ou les macromolécules, présenter les grandes méthodes de polymérisation puisque je vais m'en tenir aujourd'hui à des aspects essentiellement de chimie, donc de synthèse,
quelques exemples de méthodes d'analyse qui vont reprendre finalement des données que Clément a présentées tout à l'heure. Et ensuite, je vais m'engouffrer dans quelque chose de beaucoup plus étroit, beaucoup plus pointu, qui est d'une part la polymérisation radicalaire. Et ensuite, pour faire le lien avec les systèmes qui sont polymérisés dans l'eau, je vais vous parler de polymérisation radicalaire en émulsion aqueuse, pour aller vers des systèmes de polymérisation où l'on va contrôler beaucoup plus finement la croissance des chaînes et leur structure. Et finalement, pour donner un exemple qui est basé sur nos travaux actuels de recherche et qui est la polymérisation radicalaire vivante ou contrôlée en système aqueux, c'est-à-dire en émulsion aqueuse dans des systèmes donc en l'absence totale de solvants organiques. Donc les polymères organiques sont des espèces que l'on appelle parfois donc macromolécules, dans le sens où ce sont des molécules géantes de très grande masse molaire. Donc ce sont soit des molécules naturelles, soit des molécules issues de réactions chimiques entre composés organiques de base qui, eux, sont généralement des unités de très faible masse molaire que l'on appelle les monomères. Donc globalement, dans les polymères organiques, et contrairement aux espèces minérales que l'on a vues tout à l'heure, ce qui constitue le squelette de la structure macromoléculaire, ce sont essentiellement des liaisons covalentes basées sur du carbone. Et donc des liaisons carbone-hydrogène, on retrouve aussi parfois dans le squelette des hétéroatomes comme l'oxygène ou l'azote, et de temps en temps du soufre ou des atomes de silicium. Et donc ce sont des espèces qui sont chimiquement stables puisqu'elles sont basées sur des liaisons covalentes, elles sont généralement de très grande masse molaire, et donc les édifices sont à liaison covalente, mais il existe des matériaux, alors qu'on ne qualifie pas toujours de matériaux polymères, mais qui sont basés sur des liaisons, des interactions plus faibles, comme des liaisons hydrogènes. Donc ce sont des édifices supramoléculaires qui parfois ont des propriétés très analogues à celles des polymères covalents, mais je ne vais pas entrer ici dans les exemples basés sur les systèmes supramoléculaires, et je pense que ce sera le séminaire de Ludwig Lagbler qui sera le dernier séminaire à intervenir, donc sur la base des matériaux autoréparants. Et donc, on a dans ce type de polymère, et le nom l'indique, polymère, c'est-à-dire plusieurs fois l'unité monomère, donc l'enchaînement d'un très grand nombre d'un ou plusieurs types de motifs constitutifs, donc que l'on appelle les monomères. Alors, les polymères naturels, on les connaît. Il y a les polysaccharides, comme la cellulose, qui est un matériau encore extrêmement utilisé dans les applications de notre vie quotidienne. Mais il y a aussi la soie, les protéines, l'ADN, qui sont des molécules biologiques et qui ont des structures de macromolécules ou des structures de polymères. Ensuite, dans cette classification qui est basée sur l'origine des polymères, on a les polymères artificiels qui sont des molécules qui sont issues de molécules naturelles, de macromolécules naturelles, et auxquelles on a fait subir une modification chimique relativement mineure, qui en soi ne modifie pas la structure du squelette macromoléculaire, mais modifie ses propriétés par des substitutions de groupements latéraux. Donc c'est le cas par exemple de l'acétate de cellulose qui transforme certains OH de la cellulose en acétate de manière à la rendre plus hydrophobe et donc la rendre manipulable pour des applications dans le textile par exemple. Et puis ensuite, il y a toute la grande variété des polymères de synthèse, qui sont donc des polymères issus de petites molécules, celles que l'on appelle monomères, donc, et que l'on peut varier à volonté, parce que les noms que je vous donne ici sont les noms les plus simples que l'on puisse imaginer. Ce sont des polymères issus d'un seul monomère. Mais ensuite, on verra qu'en combinant plusieurs monomères, on peut obtenir une variété quasiment infinie de structures et donc de propriétés, parce que l'on va combiner les propriétés des monomères dont sont issus ces polymères. Et donc ces noms-là, il est certain que vous en avez pour la plupart entendu parler, comme le polyéthylène, le polypropylène, le polystyrène, le polychlorure de vinyle ou PVC, etc. Et donc ce sont des polymères de synthèse qui nécessitent une réaction de polymérisation. Et l'on va voir donc un petit peu plus tard quelles sont les grandes réactions de polymérisation qui permettent de les obtenir. Donc les grandes généralités sur les polymères et les réactions de polymérisation viennent donc du fait, d'une part, que ce sont des matériaux de très forte masse molaire, ce qui en soi est la base de leurs propriétés. Ensuite, donc, ils sont constitués d'unités de répétition, et ce qui rend parfois leur caractérisation difficile, mais ce qui contribue également à leur propriété au regard du fait qu'ils ont des fortes masses molaires, c'est qu'ils sont composés de macromolécules qui sont en soi toutes différentes les unes des autres en termes de masse molaire. Donc on doit définir des moyennes parce que l'on a affaire à des distributions de masse molaire.
Mais le terme de distribution donc, qui complique la nature chimique des espèces ne s'arrête pas à la distribution des masses molaires, mais peut se retrouver aussi dans la distribution de la nature chimique des extrémités de chaîne, dans la distribution de la composition quand il y a différentes unités monomères qui constituent donc les enchaînements macromoléculaires. Et ceci est une des grandes différences des polymères de synthèse avec les polymères d'origine naturelle où toutes les macromolécules sont absolument, donc dans un matériau biopolymère issu donc de polymères d'origine naturelle, toutes les macromolécules sont absolument identiques en termes de structure chimique, de nombre d'unités de répétition, de nature chimique des extrémités de chaîne et donc de masse molaire. Dans l'exemple que je vous donne ici, qui est donc un schéma simplifié d'un homopolymère quelconque, c'est un homopolymère parce qu'il est constitué de la répétition de la même unité structurale. On voit qu'on a effectivement une distribution des longueurs de chaîne ou des masses molaires et une distribution de la nature chimique des extrémités de chaîne. Et ces distributions sont directement liées au choix de la méthode de synthèse qui permet la synthèse de ces polymères. Donc on peut avoir une action, donc le chimiste peut avoir une action sur la façon dont ces polymères sont constitués et les distributions qui les constituent, soit de manière à les rendre plus larges, ce qui est généralement pas très intéressant, mais souvent de manière à les rendre beaucoup plus étroites, c'est-à-dire à beaucoup mieux contrôler la structure des polymères. Et je vous donnerai un exemple donc d'une méthode possible pour contrôler à la fois les extrémités de chaîne et les masses molaires. Ensuite, quand on commence à s'intéresser à des polymères plus complexes et que l'on veut polymériser non pas une seule unité structurale, mais introduire plusieurs unités structurales au sein d'un polymère, on doit alors à ce moment-là se poser la question de la répartition. Et donc la répartition dans un copolymère statistique donc, se calcule a priori, connaissant la réactivité des espèces qui vont constituer le polymère, mais l'on finira toujours donc, dans le matériau final par une distribution de la répartition des unités dans les chaînes. Donc qui vont modifier les propriétés d'une chaîne à une autre et qui vont parfois rendre difficile l'extrapolation sur la base de prédictions à partir des propriétés connues des deux homopolymères par exemple. Donc quand il s'agit d'une répartition beaucoup plus contrôlée, on peut avoir ce que l'on appelle des copolymères à bloc, où l'on retrouve dans une même chaîne macromoléculaire des séquences de longueur déterminée d'une unité structurale, puis d'une autre unité structurale et d'une troisième unité structurale ou de la même que celle que l'on avait donc introduite précédemment. Donc on appelle ces copolymères des copolymères à bloc et à nouveau on trouvera des propriétés qui seront totalement différentes des copolymères statistiques puisque dans un copolymère statistique, les propriétés mécaniques ou thermiques sont généralement la moyenne des propriétés des homopolymères qui vont constituer le copolymère, alors que dans un copolymère à bloc, on va retrouver de manière distincte les propriétés des homopolymères dans un seul et même matériau. On peut répartir aussi donc, les structures chimiques non plus seulement sous la forme de blocs linéaires, mais dans une structure ramifiée, ce que l'on appelle ici un copolymère greffé, où les chaînes latérales ont une structure chimique différente du squelette principal. Et là, à nouveau, on peut combiner des propriétés antagonistes, comme par exemple de l'hydrophilie avec de l'hydrophobie, ou des segments apolaires avec des segments polaires, des segments conducteurs avec des segments non conducteurs, etc. Voilà, donc pour aller un petit peu dans le détail des distributions et vous donner maintenant la notion de moyenne, simplement donc du point de vue illustratif, si l'on considère une molécule comme le styrène, qui est donc donnée ici avec son insaturation qui est la base de la réaction de la polymérisation, eh bien il suffit de mentionner le mot styrène pour avoir défini totalement la molécule. Donc à partir du moment où l'on connaît son nom, le nom est une donnée suffisante, on va pouvoir retrouver toutes les informations qui caractérisent cette molécule, comme sa formule brute, sa masse molaire, sa température de fusion, température d'ébullition, densité, etc. Si maintenant je prononce le mot polystyrène, en réalité je ne donne qu'une information très partielle. Je donne une information sur quelques grandes propriétés, mais en gros je ne vous donne strictement aucune information sur la structure de la molécule, parce que la méthode de synthèse va dicter de quel polystyrène on va parler. Donc en fait, la méthode de synthèse est le moyen de définir les natures chimiques des extrémités de chaîne, c'est aussi le moyen de définir la masse molaire et c'est aussi le moyen, in fine, de définir la structure macromoléculaire des chaînes entre linéaires, ramifiées ou même totalement réticulées. Donc en fait, dans un polymère, il faut aller beaucoup plus loin que simplement donner le nom d'une structure chimique, parce qu'au-delà du nom de la structure chimique, il y a des matériaux qui peuvent être globalement totalement différents.
Alors, donc, en ce qui concerne cette distribution des masses molaires, donc ici, si je représente une distribution donc, de fractions numérales ou fractions molaires en fonction de la masse molaire, eh bien, le styrène, c'est une seule et même molécule avec une seule masse molaire. Dans le cas d'un polymère synthétique, on a donc cette distribution. Cette distribution s'exprime soit en fractions molaires, soit en fractions massiques, c'est-à-dire pour chaque masse molaire représentée dans l'échantillon de polymère, on peut identifier par des techniques d'analyse que je vais vous présenter de quelle manière elle est représentée dans l'échantillon, soit en nombre, soit en poids. Et justement, donc, suivant la distribution dont on parle, on va faire appel à des moyennes de nature différente. Donc, on aura les moyennes dites en nombre qui sont basées sur la distribution numérale des unités, du nombre d'unités constitutives d'un polymère ou de la masse molaire, et de chaque unité constitutive et donc de la masse molaire de la chaîne macromoléculaire. Et donc les moyennes en nombre sont basées sur cette distribution-là, pondérée par la fraction numérale de chacune des possibilités, et idem pour la masse molaire moyenne en nombre. Ces moyennes en nombre, donc, qui considèrent comme équivalente dans la représentation une macromolécule de petite taille par rapport à une macromolécule de grande taille, c'est celle qui nous intéresse, nous, chimistes, parce que ces valeurs-là sont en lien direct avec le mécanisme de polymérisation, et on peut remonter à énormément d'informations sur le mécanisme de polymérisation si l'on sait retrouver, par les méthodes analytiques appropriées, la distribution des masses molaires en nombre. Maintenant, on peut considérer qu'une macromolécule de masse molaire élevée contribue beaucoup plus aux matériaux en termes de fraction massique qu'une macromolécule de masse molaire plus faible, et c'est pour ça qu'il est important de définir également des moyennes en masse, où on pondère le nombre d'unités constitutives du polymère ou la masse molaire de chaque macromolécule, non plus par sa fraction numérale, mais par sa fraction massique, telle qu'elle est représentée dans l'échantillon. Et donc cette distribution moyenne en masse est celle qui intéresse les physico-chimistes, parce qu'elle est en lien direct finalement avec les propriétés globales du matériau. Quand on connaît ces deux moyennes, le rapport de ces deux moyennes donne une information directe sur ce que l'on appelle la polydispersité ou la dispersité de l'échantillon. En gros, dans le cas du styrène, où l'on n'avait finalement qu'une seule, la petite molécule styrène, une seule masse molaire, Mn et Mw n'ont aucun sens. Ce sont donc des valeurs uniques dont le rapport est forcément égal à 1. La polymolécularité est de 1. Ici, quand on a une distribution, nécessairement Mw sera supérieur à Mn, et donc le rapport Mw sur Mn, que l'on appelle l'indice de polymolécularité, sera nécessairement supérieur à 1. Plus il est près de 1, et plus on parlera de distribution étroite, et quand je dis près de 1, ça peut aller jusqu'à 1,02, 1,05 environ, c'est les valeurs très basses que l'on peut obtenir pour les polymères de synthèse, et quand on regarde maintenant les valeurs les plus élevées, là il n'y a pas de limite. Et donc, les réactions de polycondensation, de manière théorique, conduisent à des indices de polymolécularité de 2, mais effectivement, on peut aller beaucoup plus haut dans certains systèmes, en particulier ceux qui vont conduire à des gels ou à des systèmes ramifiés, où les indices de polymolécularité, au-delà de plusieurs unités, sont peu représentatifs et difficiles à discuter. Voilà. Donc, le schéma maintenant dans lequel je veux entrer, c'est quelles sont les chimies qui permettent de transformer une petite molécule en des polymères, donc des macromolécules. En fait, donc on les appelle des réactions de polymérisation. Ces réactions de polymérisation, quelle que soit celle que vous allez considérer, elle va rentrer dans l'une ou l'autre des deux cases qui sont ici. Il n'y a que deux mécanismes principaux de réaction de polymérisation. Ce sont soit les réactions de polycondensation, polyaddition, que je mets sous le même mécanisme et qui vont rejoindre, mais d'assez loin finalement, ce que l'on a vu précédemment sur les polycondensations minérales, et puis les réactions de polymérisation en chaîne. Et il n'y a pas d'autre possibilité que ces deux possibilités. Parfois, le doute est permis, mais généralement, quand on regarde les mécanismes qui conduisent à la croissance de la chaîne macromoléculaire, on peut toujours les faire entrer dans l'une ou l'autre de ces deux catégories. Voilà, donc pour qu'un polymère existe, il faut que le monomère dont on va partir pour réaliser la polymérisation soit d'une fonctionnalité, c'est-à-dire d'un nombre de fonctions réactives ou un nombre de points d'ancrage dans la chaîne macromoléculaire qui soit nécessairement au moins égal à 2. Si on considère des molécules monofonctionnelles, une molécule monofonctionnelle peut s'insérer
dans une chaîne macromoléculaire, mais uniquement à son extrémité, et va finalement interrompre la croissance de la chaîne. Donc il faut au moins des molécules bifonctionnelles pour construire un polymère ou une macromolécule de synthèse. Donc la fonctionnalité égale à 2 va nous donner naissance à des polymères parfaitement linéaires. Donc on appelle un polymère linéaire, un polymère issu par exemple de ce type de structure, comme on l'a vu précédemment, qui va être constitué d'un ensemble de liaisons covalentes et donc la chaîne macromoléculaire n'aura finalement que 2 extrémités toujours réactives, dans certains cas. Et puis quand les monomères ont une fonctionnalité supérieure à 2 ou une fraction des monomères ont une fonctionnalité supérieure à 2, comme c'est le cas ici ou ici, on ira vers des systèmes ramifiés et dans certains cas des systèmes tridimensionnels totalement réticulés qui auront donc des propriétés de non-solubilité qui vont leur permettre donc d'avoir mécaniquement donc des applications très intéressantes. Donc la polycondensation ou polyaddition est une réaction de polymérisation qui est en fait basée sur des réactions de chimie organique parmi les plus simples qui soient. Donc généralement on considère le terme condensation, donc la polycondensation est basée sur une réaction de condensation qui sous-entend la réaction entre 2 molécules suivie de l'élimination d'une petite molécule comme l'eau ou HCl par exemple. C'est le cas des polyesters ou des polyamides. Et puis les réactions d'addition qui se font sans élimination de petites molécules, c'est le cas des polyuréthanes, donc la réaction des isocyanates avec les alcools. Dans le premier cas, on est souvent en situation d'équilibre. Et dans le second cas, en revanche, on n'est pas en situation d'équilibre ou généralement pas. Et dans le cas où on est en situation d'équilibre, il faut effectivement déplacer totalement l'équilibre vers la réaction complète en éliminant la petite molécule ainsi créée. Donc si on regarde le schéma très général d'une réaction de polycondensation, on peut considérer 2 cas de figure. Soit le monomère est de type AB, où A et B sont les fonctions co-réactives, avec formation d'une fonction groupement fonctionnel C, élimination de la petite molécule L. Et donc ces molécules de type AB peuvent exister à la seule condition que les fonctions A et les fonctions B puissent être maintenues stables et sans réagir dans la même molécule au stockage et que la réaction n'intervienne que dans les conditions choisies par le chimiste de synthèse qui va donc créer le polymère. Donc il est totalement impensable d'obtenir un polyuréthane à partir d'un monomère de type AB, puisque la réaction entre un isocyanate et une fonction alcool est une réaction spontanée qui se produirait directement au niveau de la molécule monomère sans intervention nécessairement d'un catalyseur. Donc on a des molécules de type AB dans le cas de la synthèse des polyesters ou des polyamides, puisque les fonctions alcool et les fonctions acide carboxylique ou les fonctions amines primaires et les fonctions acide carboxylique se tolèrent mutuellement dans les conditions de stockage à température ambiante. Donc quand on a un monomère de type AB, la fonction A d'un monomère donné et la fonction B d'un autre monomère vont réagir pour donner ce que l'on appelle un dimère. Mais quand on regarde donc ce dimère, nécessairement il est constitué des mêmes fonctions terminales A et B que l'était le monomère. Donc globalement, ce dimère va pouvoir lui aussi réagir ultérieurement, soit avec un monomère, soit avec un dimère, pour donner un trimère ou un tétramère, suivant donc le niveau de degré de polymérisation des molécules dont on parle. Mais globalement, ce type de réaction sous-entend que toute molécule est toujours réactive, quel que soit le degré d'avancement de la polymérisation, puisqu'elle contient les fonctions réactives terminales. Et généralement, on considère, selon l'hypothèse de Flory, qui est en général vérifiée, c'est qu'il y a équiréactivité des fonctions, quelle que soit la taille des macromolécules qui les portent. Donc on peut entrer assez facilement à partir de ce principe dans toutes les notions de cinétique et faire donc des hypothèses a priori sur ce que sera la cinétique de polymérisation, sur ce que seront les degrés de polymérisation moyens en nombre une fois que tant % de molécules A et B, de fonctions A et B auront réagi. Ensuite, si on considère, donc j'insiste à nouveau, toutes les macromolécules se retrouvent avec les fonctions terminales présentes à l'extrémité donc des chaînes, quelle que soit la longueur de chaîne. Toute molécule peut réagir avec toute autre tout au long du processus de polymérisation. Et ceci a une implication très grande sur la façon dont les chaînes macromoléculaires vont se construire, en fonction du temps et en fonction de la conversion. Maintenant, si on a les molécules de type AA plus BB,
et qu'on se place à la stoichiométrie des fonctions réactives, donc les deux monomères vont réagir de la même manière que précédemment, mais cette fois on va redistribuer de manière statistique les fonctions terminales, de sorte que si l'on est bien à la stoichiométrie des fonctions réactives, on va trouver des macromolécules qui vont avoir les fonctions A et B aux extrémités, donc qui seront à hauteur de 50% molaires, et puis 25% des macromolécules vont se retrouver avec des fonctions A uniquement aux extrémités et 25% avec des fonctions uniquement B aux extrémités. Mais globalement, à la stoichiométrie des fonctions réactives, on aura toujours la stoichiométrie des fonctions réactives à tout moment de l'avancement de la réaction. Et à nouveau, toute molécule peut réagir avec toute autre dans la mesure où elle possède les bonnes fonctions coréactives, antagonistes dans sa structure. Donc on peut appliquer exactement les mêmes règles en termes de cinétique et de mécanisme et de suivi donc, de l'évolution de la croissance des chaînes qu'on le faisait dans le cas précédent. Alors dans ce cas-là, c'est parfois plus difficile d'être à la stoichiométrie parfaite des fonctions réactives, et si on ne l'est pas, la réaction va s'arrêter naturellement lorsque les fonctions en défaut auront totalement réagi, et dans ce cas-là, les fonctions en excès seront les seules et uniques fonctions terminales du matériau polymère que l'on aura ainsi constitué. Donc ça, c'est un exemple de base, c'est le polyamide 6,6 qui est basé donc sur la réaction d'une diamine primaire, donc l'hexaméthylène diamine, avec un diacide carboxylique qui est l'acide adipique. Et donc le polymère constitué est une chaîne linéaire qui comporte des fonctions amides alternativement, contenant donc alternativement les chaînes en C6 et les chaînes en C4, donc des monomères dont il est issu. Normalement, on retrouve aux extrémités, comme je l'ai dit tout à l'heure dans le cas des monomères AA plus BB, les fonctions amines et acide carboxylique qui se redistribuent sur les chaînes macromoléculaires, et on va avoir éliminé 2N-1 fonction molécule d'eau. On peut aller jusqu'à 2N, à la condition évidemment de faire des macromolécules cycliques où les deux fonctions terminales vont réagir et éliminer la dernière molécule d'eau du système. Donc le motif de répétition, c'est celui qui se répète sur l'ensemble de la macromolécule. Dans le cas présent, il est constitué de deux unités monomères qui sont celles donc, des monomères constitutifs de la structure. Donc, dans le cas des polymères issus d'une réaction de polycondensation, si l'on veut suivre l'évolution du degré de polymérisation moyen en nombre, donc de la croissance des chaînes avec la conversion donc des fonctions réactives, c'est-à-dire le degré d'avancement de la réaction, ce que l'on voit, et c'est extrêmement parlant, donc c'est le diagramme typique des conditions les plus favorables, qui sont celles qui sont constituées donc, de molécules en stoichiométrie initiale. Donc le degré de polymérisation moyen en nombre est une fonction très simple de l'avancement de la réaction, où P est la conversion des fonctions réactives, et donc c'est une valeur de 1 sur 1 moins P, donc une valeur inverse, qui démontre que quand on avance en termes de conversion, il faut atteindre donc une valeur très grande de P pour réellement avoir un polymère. Donc en gros, il est totalement impensable d'utiliser pour des réactions de polycondensation ou de polyaddition des réactions qui auront des rendements faibles, parce que si vous vous arrêtez à 80% de conversion des fonctions réactives, votre polymère aura un degré de polymérisation moyen en nombre de 5, autrement dit, ça ne sera pas un polymère, ça ne sera pas un matériau d'intérêt. Il faut donc aller vers des conversions des fonctions réactives qui vont dépasser 99% pour commencer à avoir donc des degrés de polymérisation supérieurs à 100, au-delà desquels on a vraiment affaire à des matériaux polymères dont les propriétés mécaniques vont être celles que l'on attend d'un matériau polymère, alors qu'en dessous de cette limite, on a simplement condensé des molécules, mais on n'a pas obtenu un matériau polymère. Alors, si l'on s'intéresse non plus à des monomères dits fonctionnels, mais des monomères multifonctionnels, on va aller vers des macromolécules ramifiées. Donc les molécules ramifiées, par définition, ont un nombre très grand d'extrémités de chaînes, ce qui peut faire leur valeur en termes d'application. Donc c'est le cas ici, par exemple, d'un monomère qui contient 3 groupements carboxyles et que l'on condense avec un monomère qui contient 2 groupements carboxyles et un groupement hydroxyle et un groupement acide carboxylique. Donc si l'on regarde la façon dont la molécule peut réagir, on voit qu'effectivement cet acide carboxylique va pouvoir réagir ici avec l'une des 3 fonctions hydroxyle de l'autre monomère, et donc c'est le point focal de notre système, qui va ensuite s'étendre. Chaque fois que ce monomère va réagir sur une de ces fonctions hydroxyle, il va donner au système 2 fonctions hydroxyle,
qui vont ainsi donc pouvoir perpétuer la réaction, où chaque fois qu'une fonction hydroxyle va réagir, elle va élargir la molécule de 2 nouvelles fonctions hydroxyles qui se retrouvent en périphérie de macromolécules. Donc ce système est un système hyper ramifié. Tel qu'il est constitué, il ne conduira jamais à un polymère réticulé tridimensionnel au sens d'un matériau constituant une seule macromolécule à la fin de la polymérisation. Les macromolécules vont bien rester individuelles, le polymère va être soluble dans un solvant approprié, et ce que l'on constate, c'est qu'il est constitué d'un très grand nombre de fonctions hydroxyles terminales qui vont pouvoir donc être employées dans des réactions ultérieures au sein d'un matériau où l'on voudra donc tirer profit de ces réactions pour fonctionnaliser la molécule. Et donc, ce que l'on note ici, c'est que l'analogie de cette molécule se fait directement avec ce que l'on appelle les dendrimères, où l'on construit pas à pas, donc génération par génération, des macromolécules ramifiées de cette manière-là, mais ici obtenues en une seule étape de polycondensation, simplement en tirant parti de la fonctionnalité des monomères et de leur capacité à réagir, donc de cette manière divergente, donc qui introduit un très grand nombre de ramifications et de fonctions terminales. Dans certains cas, en revanche, quand le système de réticulation est constitué d'espèces qui peuvent donc s'étendre de manière beaucoup plus large en termes de réactions chimiques, on va atteindre un niveau où finalement le système ne va être constitué que d'une seule macromolécule géante, et l'on va parler de point de gel. Donc globalement, il y a un très grand nombre de définitions pour le point de gel, et la définition la plus simple, selon Carothers, donc, c'est de dire qu'on atteint le point de gel, c'est-à-dire le niveau tridimensionnel, lorsque le degré de polymérisation moyen en nombre tend vers l'infini. Donc c'est un moyen commode de se définir une limite qui va permettre donc de faire un certain nombre de calculs prédictifs du point de gel. Il est évident que cette définition, qui est probablement la plus simpliste, est celle qui va donner les résultats les plus loin de ce qui sont observés expérimentalement, et qu'il faut affiner les modèles pour aller vers une prédiction beaucoup plus fiable des points de gel dans les systèmes réels. Voilà, donc un réseau tridimensionnel, c'est un matériau où il n'y a plus de macromolécules uniques dans l'ensemble du matériau, mais finalement on peut simplifier en disant qu'il s'agit, quelle que soit la taille du matériau, donc macroscopique, d'une seule macromolécule où tous les éléments sont liés entre eux par des liaisons covalentes. Donc ceci fait des matériaux extrêmement résistants, mais totalement inaptes au recyclage, puisque le seul moyen de les dégrader, c'est de les détruire. Donc l'autre méthode de polymérisation, c'est la polymérisation en chaîne, qui fait appel à des processus totalement différents. Donc dans une polycondensation, on a vu que le processus de croissance de chaîne était lié à la capacité de toutes les molécules du système, quelle que soit leur taille, à réagir les unes avec les autres. Donc on va faire réagir des petites avec des grosses, des petites avec des petites, ou des grosses avec des grosses, pour simplifier. Toutes les molécules ont, à un moment donné de leur vie, la capacité donc, de réagir avec d'autres. Dans un processus de polymérisation en chaîne, le monomère ne peut pas réagir avec une autre molécule de monomère. Donc il faut le forcer à réagir en créant ce que l'on va appeler un centre actif. Donc le centre actif est issu d'une réaction d'amorçage, et souvent donc, ce sont des espèces hautement réactives qui sont soit des anions, soit des cations, soit des radicaux libres. Donc les anions peuvent être des carbanions, les cations des carbocations, ou alors ça peut être des espèces centrées sur des oxygènes ou parfois des soufres. Le plus souvent, et dans les exemples que je vais vous donner, on sera basé sur des espèces carbonées. Donc une fois ces centres actifs formés, ils vont réagir en additionnant des molécules de monomères, et ceci parfois à une très grande vitesse d'addition. Et la croissance des macromolécules ne peut être faite que par fixation successive des molécules de monomères sur le centre actif. Et donc, tant qu'il y a des centres actifs, les chaînes peuvent croître. Lorsque les centres actifs disparaissent, la polymérisation cesse nécessairement, puisqu'il n'y a aucun autre moyen de réagir. Donc, les centres actifs étant des espèces extrêmement réactives, elles sont parfois soumises à des réactions de terminaison. Ces réactions de terminaison, qui constituent donc la destruction des centres actifs, sont soit des réactions totalement spontanées, comme par exemple entre radicaux libres, soit des réactions induites par la présence d'impuretés, comme dans le cas des carbanions, qui sont donc des espèces qui, malgré leur grande réactivité, peuvent être stabilisées dans des conditions de pureté extrêmes et maintenir ce que l'on appelle une polymérisation vivante. Donc ces polymérisations concernent des monomères dits insaturés. Donc généralement, les insaturations que l'on va considérer dans la plus grande majorité des cas sont des insaturations carbone-carbone.
soit donc dans les composés dits vinyliques, qui sont constitués donc d'éthyléniques monosubstitués. Dans d'autres cas, dans le cas des métacrylates, ce seront des éthyléniques disubstitués, soit dans le cas des diènes conjugués, comme le butadiène et l'isoprène. Et dans d'autres cas, il s'agit aussi d'hétérocycles, comme les lactones ou les lactames, qui sont donc des esters ou des amides cycliques qui vont pouvoir s'ouvrir et générer des polyesters ou des polyamides, non plus cette fois par une réaction de polycondensation, mais par une réaction de polymérisation en chaîne. Un exemple beaucoup moins courant est la polymérisation des aldéhydes, qui donne lieu à des polymères totalement réversibles et qui sont rencontrés dans des cas très particuliers. Donc, pour donner donc un schéma de principe, donc la réaction d'amorçage commence par la génération d'un centre actif qui va réagir avec la première molécule de monomère. On inclut toujours cette réaction dans le vocabulaire de la réaction d'amorçage et qui régénère le centre actif sur le carbone le plus substitué. Donc c'est généralement le cas. Et en première approximation, donc l'attaque se fait toujours sur le carbone le moins substitué, à la fois pour des raisons stériques et souvent aussi, suivant les processus, pour des réactions, pour des conditions électroniques. Et puis, dans le cas de la propagation, donc, c'est le même processus qui intervient, mais avec une chaîne déjà constituée. Le centre actif est toujours situé sur le carbone à son extrémité et réagit avec le nouveau monomère pour régénérer le centre actif sur le carbone le plus substitué. Donc, c'est toujours la même réaction qui intervient dans le processus de propagation. Dans tous les cas, on retrouve le fragment de l'amorceur à l'autre extrémité de la chaîne, et c'est comme ça que l'on doit théoriquement pouvoir contrôler la nature des extrémités de chaîne, suivant donc le processus ionique ou radicalaire de polymérisation en chaîne. Donc, j'ai balayé maintenant donc l'ensemble des processus de polymérisation, et je vais m'arrêter quelques instants sur les conditions d'analyse, les méthodes d'analyse pour cette transformation chimique. Donc en général, au laboratoire, quand on synthétise un polymère, on a quelques réflexes de base qui sont toujours les mêmes pour avoir une idée très générale de la réaction de polymérisation en cours. Donc les premières méthodes analytiques que l'on va employer sont celles qui vont nous permettre de déterminer à quel niveau de conversion du monomère on est, c'est-à-dire de transformation du monomère en polymère. Comme le monomère est souvent une molécule volatile, on peut passer par une simple analyse gravimétrique, mais très souvent, donc, on fait appel à des méthodes spectroscopiques, et généralement, la RMN du proton est la méthode qui nous permet le mieux de suivre la disparition des doubles liaisons vinyliques, parce que ces protons ont un déplacement chimique qui est relativement isolé des autres fonctions chimiques et peuvent être analysés et intégrés de manière directe et quantitative. Donc ensuite, on s'intéresse beaucoup à l'analyse des polymères pour déterminer quelles sont leurs masses molaires ou degrés de polymérisation moyen en nombre, puisque l'on a vu donc, que c'était une des particularités des polymères de synthèse. Et donc la première méthode que Clément nous a un petit peu décrite comme utilisable, mais finalement très peu dans les systèmes minéraux, c'est une méthode de routine dans les laboratoires de synthèse des polymères. Donc le principe est basé sur la séparation des macromolécules par leur volume hydrodynamique. Et globalement, donc, on va injecter une solution, donc c'est une analyse en solution, donc il est extrêmement important que le polymère soit soluble, donc elle est parfaitement appropriée pour les polymères linéaires, parfois pour les polymères ramifiés, mais finalement pas du tout pour les polymères réticulés. Et donc, on va injecter une solution de polymère sur une colonne remplie d'un gel poreux avec une large distribution de taille de pores. Et les macromolécules, donc, ayant un volume hydrodynamique variable dans cette solution, vont avoir un chemin d'élution donc, de volume variable suivant donc, leur taille hydrodynamique. Donc en gros, les macromolécules les plus grosses vont avoir un volume d'élution restreint. En général, il peut se résumer au volume interstitiel, alors que les macromolécules les plus petites ont accès à l'ensemble du volume poreux et vont être éluées plus tardivement donc, dans l'analyse, ce qui est représenté ici. Donc si l'on a plusieurs pics de masse molaire très différentes, on va éluer dans un premier temps les macromolécules de volume hydrodynamique le plus grand et en dernier les macromolécules de plus petit volume hydrodynamique. Donc globalement, c'est une analyse qui se fait en solution.
on a un très grand choix de solvants, le plus courant étant le THF, mais de plus en plus avec les polymères sur lesquels on travaille dans nos laboratoires qui ont des fonctions particulières, le THF ne suffit pas et on travaille avec le diméthylformamide. Et pour les polymères hydrosolubles, on a souvent accès à des chromatographies d'exclusion stérique dans l'eau qui sont souvent difficiles à mettre en œuvre. Donc le détecteur de base, c'est un détecteur d'indice de réfraction différentielle qui permet simplement de déterminer la quantité de matière qui traverse le détecteur sans aucune autre information structurale ou directement de masse molaire sur le polymère. Donc souvent on fait appel à d'autres détecteurs qui sont plus spécifiques comme la viscosimétrie ou la diffusion de la lumière qui donnent des informations sur le polymère indirectement sur leur masse molaire à chaque volume d'élution parce que la viscosité intrinsèque d'un polymère est en lien direct avec sa masse molaire, la diffusion de la lumière est en lien direct avec le rayon de gyration et aussi la masse molaire moyenne en masse. Donc à titre d'exemple, le cas le plus courant, un cas de routine, c'est la calibration conventionnelle, c'est-à-dire qu'en gros on va se baser sur une analyse comparée de la masse molaire de notre polymère avec celle d'un polymère étalon qui est très souvent le polystyrène, polyméthacrylate de méthyle ou le polyoxyde d'éthylène quand il s'agit de polymérisation en phase aqueuse. Donc on va utiliser un nombre d'échantillons parfaitement connus en termes de masse molaire et de distribution très étroite de polymères, de polystyrène par exemple, que l'on va injecter et pour lesquels on va déterminer le volume d'élution à chacun des pics correspondants. Donc ceci va nous permettre d'établir une courbe de calibration. Et à partir de cette courbe de calibration, on va pouvoir analyser le chromatogramme que l'on aura obtenu à partir donc, du réfractomètre. Donc à chaque tranche d'élution, on va attribuer donc, un volume d'élution et un indice de réfraction, donc ce que j'ai appelé la réponse HI, la hauteur du pic. Et à partir de là, et de la courbe de calibration, on va pouvoir attribuer au volume hydrodynamique une masse molaire et à la hauteur du pic une quantité de matière, ce qui nous permet de recalculer totalement les masses molaires moyennes en nombre et les masses molaires moyennes en masse. Alors il s'agit d'une méthode toute relative puisqu'elle est basée sur la comparaison avec des échantillons qui ne sont pas forcément de même nature chimique que le polymère que l'on analyse et donc elles sont très dépendantes de la nature du polymère utilisé pour la calibration, puisque l'on fait comme hypothèse, et cette hypothèse est parfois vraie pour les polymères linéaires, mais généralement fausse pour les polymères ramifiés, qu'il y a une relation directe entre volume d'élution et masse molaire, ce qui n'est pas toujours le cas, puisque dans un polymère ramifié, à un volume d'élution donné, on peut avoir des macromolécules qui auront forcément, elles, toutes le même volume hydrodynamique, mais pas forcément toutes la même masse molaire. Alors l'autre méthode d'analyse, c'est la spectrométrie de masse, qui est une méthode qui est basée donc sur la dissolution du polymère dans un système de solvant qui contient une matrice solide, et par évaporation du solvant, on va faire donc un système co-cristallisé du polymère avec la matrice solide. Cette matrice absorbe dans l'UV et sous irradiation laser, on va avoir un phénomène de désorption. Si l'on a pris la précaution d'introduire un sel, on va avoir un phénomène d'ionisation et les polymères vont pouvoir être analysés en fonction de leur temps de vol, qui va permettre cette fois de donner non plus une distribution continue, mais une distribution discrète des chaînes macromoléculaires dans le polymère. Et à chaque pic, on va associer donc une valeur de M sur Z. Généralement, on travaille à des valeurs de charge Z égale à 1, ce qui nous donne une information directe sur la masse moléculaire à chaque pic. Et on a parfois aussi, dans le mode linéaire, une distribution isotopique. Et le calcul fin nous permet de remonter non seulement à la valeur du nombre d'unités monomères dans les chaînes macromoléculaires, mais également à la nature chimique des extrémités de chaîne. Et c'est probablement une des méthodes les plus puissantes avec la RMN, quand la RMN est possible, donc d'analyse des polymères jusqu'à la nature chimique de leurs extrémités de chaîne. Alors maintenant, là, je rentre plus dans les détails, on va parler de polymérisation radicalaire. Donc la polymérisation radicalaire a pour centre actif un radical libre. Donc les radicaux libres, on en entend tous parler. Ce sont des espèces extrêmement réactives qui interviennent pour beaucoup dans les processus biologiques. Et en particulier, on en entend parler dans notre vie courante dans le cadre du vieillissement, puisque les radicaux libres en sont responsables. Donc le centre actif est un radical carboné qui va créer une liaison covalente donc avec un des radicaux de la double liaison, un des électrons, pour former un radical carboné qui va être régénéré sur le carbone le plus substitué.
Donc les radicaux sont des espèces avec des temps de vie extrêmement courts, ce qui va finalement induire toutes les propriétés de la polymérisation radicalaire. Tout est basé sur le fait que les radicaux ont des temps de vie très courts. Ils réagissent avec l'oxygène, le dioxygène qui est considéré comme un poison de la réaction, donc il faut travailler en atmosphère inerte, mais pas nécessairement dans des conditions de très grande pureté. En revanche, les radicaux sont inertes vis-à-vis de l'eau, ce qui rend possible tous les procédés en conditions aqueuses. Donc globalement, on se retrouve avec le même processus de croissance de chaîne, donc un amorçage où la production des radicaux va se faire soit par voie chimique, thermique, soit par voie photochimique, soit par voie redox, et ensuite donc les processus de propagation. Et dans une réaction donc, de polymérisation en chaîne, où généralement seul l'amorçage et la propagation sont nécessaires à la création et à la croissance des chaînes, dans un processus de polymérisation radicalaire, on ne peut pas éliminer les réactions de terminaison, puisque les radicaux ont tendance à des vitesses généralement contrôlées par la diffusion des espèces à réagir donc ensemble pour créer soit des liaisons covalentes directes par une réaction de couplage radicalaire, soit une réaction de dismutation avec transfert d'hydrogène pour libérer donc une double liaison à l'extrémité d'une des chaînes et une liaison carbone-hydrogène à l'extrémité d'une autre chaîne. Donc ceci illustre que si l'on contrôle effectivement la nature chimique de cette extrémité alpha de la chaîne, on a beaucoup de mal à bien contrôler l'extrémité oméga de la chaîne dans la mesure où elle est sujette à toutes sortes de réactions qui ne sont pas forcément voulues, qui sont les réactions de terminaison et les réactions de transfert de chaîne dont je ne vais pas nécessairement parler aujourd'hui. Donc les amorceurs sont de deux catégories. Pour la polymérisation radicalaire, ce sont soit des peroxydes qui sont en général les plus employés dans l'industrie. Donc la fonction peroxyde est représentée ici. Elle subit une rupture homolytique pour libérer donc des radicaux oxygénés qui vont induire la réaction d'amorçage qui donne naissance aux radicaux carbonés qui, eux, sont les radicaux propagateurs dans une réaction de polymérisation radicalaire. Donc plusieurs processus de libération de ces radicaux existent à partir du peroxyde de benzoyle qui est un des amorceurs radicalaires très employés dans les laboratoires pour les températures de polymérisation qui se situent entre 70 et 80 degrés. C'est un amorceur hydrophobe, donc soluble dans les solvants organiques et dans les monomères, et qui, donc, par rupture homolytique, conduit au radical benzoyl-oxy. Mais dans la cage de solvant, suivant les vitesses de diffusion donc des espèces, à la vitesse à laquelle elles vont se séparer pour induire la réaction d'amorçage, il peut y avoir le temps d'une décarboxylation pour générer des radicaux phényls. S'il y a recombinaison dans la cage de solvant, on va produire des espèces totalement inertes dans le processus de polymérisation. Mais si la diffusion est suffisamment rapide, alors on aura deux types d'amorceurs, le radical benzoyl-oxy qui en général est majoritaire et le radical phényl qui est généralement sous-représenté. Après, il y a les composés diazoïques qui sont basés sur donc, une double liaison azote et dont la rupture homolytique se fait dans la liaison carbone-azote autour de ce groupement diazo pour libérer cette fois non plus des radicaux oxygénés mais des radicaux directement carbonés qui vont intervenir immédiatement dans le processus d'amorçage. Alors les caractéristiques principales des polymérisations radicalaires, c'est qu'elles sont en fait adaptées pour une très grande variété de monomères éthyléniques. Il n'y a pratiquement aucune restriction puisque même l'éthylène est polymérisable par voie radicalaire, même si on sait qu'il faut des pressions de l'ordre de 3000 bars pour atteindre les conditions adéquates de polymérisation à des températures de plusieurs centaines de degrés. La plupart des autres monomères se polymérisent en conditions de pression atmosphérique et à des températures comprises entre 70 et 120 degrés pour la plupart d'entre eux. Cette méthode de polymérisation autorise des procédés qui sont extrêmement variés, puisqu'on a des procédés solvants, des procédés masses, etc. Mais surtout, pour le plus intéressant d'entre eux, ce sont les procédés en milieu aqueux dont je vais parler juste après, et donc à des températures et des pressions modérées, comme je l'ai dit, dans des conditions de pureté qui sont globalement très peu contraignantes, contrairement aux autres polymérisations basées sur des espèces propagatrices de type anion ou cation, qui doivent se faire dans des conditions de pureté, c'est-à-dire élimination de l'oxygène, de l'acide, du gaz carbonique et de l'eau de l'atmosphère. Donc en général, c'est des espèces de masse molaire élevée qui sont produites et des copolymères statistiques dont la variété est infinie puisque
on polymérise un très grand nombre de monomères, on peut donc copolymériser un très grand nombre de monomères. Mais cette méthode, comme on l'a vu, est sujette à des réactions de terminaison rapides qui détruisent trop rapidement les centres actifs et interdisent toute manipulation sur la structure des chaînes, et donc en particulier qui ne permet pas de contrôler les masses molaires, qui ne permet pas de contrôler la distribution des masses molaires, ni la nature chimique des extrémités de chaîne, et certainement pas la tacticité. On ne peut pas non plus obtenir des copolymères à bloc, alors qu'on peut les obtenir en polymérisation anionique, mais qui est limitée à un plus faible nombre de monomères polymérisables. Donc il y aurait un intérêt à développer une nouvelle chimie qui donne à la polymérisation radicalaire d'autres avantages que ceux qui lui sont reconnus et qui seraient des avantages de contrôle de la structure des chaînes. Mais avant d'en arriver là, je vais vous parler un tout petit peu de polymérisation dans l'eau et d'un des grands procédés de polymérisation radicalaire qui est la polymérisation en émulsion aqueuse. Donc la polymérisation en émulsion aqueuse est en fait probablement un des plus vieux procédés bio-inspirés, puisqu'il s'est apparenté au latex naturel pour produire un produit final analogue au latex naturel, c'est-à-dire une suspension de polymères dont les tailles de particules sont nanométriques dans un milieu aqueux et stabilisées par des agents de surface qui vont éviter donc la coagulation et l'agglomération de ces espèces. Donc on se situe dans une gamme de diamètres de particules pour ce qui est de la polymérisation en émulsion, entre 50 nanomètres et environ 500 nanomètres. Donc je parle de diamètre ici. Et le principe de cette polymérisation est de polymériser des monomères hydrophobes liquides dans l'eau. Donc a priori, c'est un principe qui n'est pas évident, puisque les monomères avec l'eau ne vont pas constituer une seule phase, mais un système multiphasique. En général, on va introduire dans la phase aqueuse un tensioactif sous la forme de micelle, donc en concentration supérieure à sa concentration micellaire critique. Et un des points extrêmement importants est que l'amorceur de polymérisation radicalaire doit être soluble dans l'eau et absolument pas soluble dans la phase monomère. Ce qui est un point important, s'il était soluble dans la phase monomère, on aurait un autre procédé de polymérisation qui conduirait à des tailles de particules beaucoup plus importantes, qui n'est pas l'objectif de la polymérisation en émulsion. Donc en agitant et en se plaçant dans les conditions de génération des radicaux dans la phase aqueuse, on va donc amorcer la polymérisation en phase aqueuse, générer des radicaux hydrophobes qui vont avoir des propriétés tensioactives, puisque l'amorceur qui se retrouve, dont le fragment d'amorceur est à l'extrémité de chaîne, est en général une molécule chargée, va donc introduire de l'hydrophilie dans ces oligoradicaux qui vont avoir un caractère tensioactif et, pour faire simple, qui vont se combiner aux micelles pour créer des particules. Donc ensuite, les particules vont croître par introduction continue de radicaux provenant de la phase aqueuse et diffusion moléculaire des monomères, des molécules de monomères qui sont contenues dans les gouttes, qui proviennent donc du cisaillement du milieu réactionnel sous agitation. Et ces gouttes de monomères, dans lesquelles aucune polymérisation ne se passe, sont considérées comme des réservoirs de monomères qui va donc diffuser vers les particules en croissance et conduire in fine à des particules de polymères où l'on retrouvera des milliers de chaînes macromoléculaires, chacune terminée par un fragment de l'amorceur chargé qui va rester à l'interface et donc recouverte du tensioactif, absorbée à la surface, le tensioactif ayant sa tête polaire tournée vers la phase aqueuse de manière à assurer la stabilité colloïdale, soit par répulsion électrostatique, soit par interaction stérique. Donc c'est un procédé que l'on retrouve dans beaucoup d'applications liées donc à la polymérisation radicalaire. Donc pour celui que l'on connaît le mieux, c'est les peintures à l'eau. Donc tout ce qui est peinture sans solvant, qui sont typiquement constituées de ce type de particules nanométriques dans l'eau. Ce sont des particules capables de former des films, donc avec des températures de transition vitreuse relativement basses, mais on les retrouve, comme je l'ai mentionné précédemment, dans un grand nombre de domaines, comme le couchage du papier, ou même on peut aller jusqu'à des systèmes de cristaux colloïdaux quand on fait des particules parfaitement monodisperses en diamètre. Donc j'ai deux exemples qui proviennent de notre collaboration avec Clément Sanchez. Dans un premier temps, on a travaillé sur des particules de latex de polystyrène parfaitement monodisperses, utilisables comme gabarit dans un matériau macroporeux à base de silice. Et on a travaillé donc non seulement sur la distribution étroite du diamètre des particules, mais on s'est aussi intéressé à fabriquer un polymère
qui constitue donc le volume de ces particules, dont la masse molaire soit la plus faible possible, tout en gardant des propriétés de polymère, parce que les murs de la silice étaient constitués non pas seulement de précurseurs tétra et toxysilane, mais d'un composé silane organique qui permettait de les fonctionnaliser par des molécules organiques. Donc l'élimination du gabarit était absolument impossible par une étape de calcination et il a fallu laver. Donc il fallait pouvoir éliminer les chaînes macromoléculaires à travers les pores du système par un système de lavage. Il fallait donc que les chaînes macromoléculaires soient les plus petites possibles, mais aussi les plus monodisperses en taille possible, de manière à pouvoir les éliminer de manière quantitative. Donc voilà le réseau, une fois le polymère éliminé, où l'on retrouve donc le négatif finalement des particules de polymère qui constituent les pores d'un réseau monolithique de silice fonctionnalisé par une molécule organique. Un autre exemple qui a été mentionné précédemment, c'est d'encapsuler ces particules de latex avec de la silice, mais en présence d'un deuxième gabarit, donc la particule de latex faisant office de premier type de gabarit, et un deuxième gabarit qui était un tensioactif cationique, qui permet donc de créer une mésoporosité dans la structure de la couronne. Et cette mésoporosité a l'avantage dans ce système d'être orientée de l'extérieur vers l'intérieur. Donc une fois que la matière organique est totalement éliminée, le latex et le tensioactif constitutif, par calcination, ici on peut le faire sans problème, on se retrouve avec des capsules donc de matière totalement inorganique, de silice, mésoporeuse, dont les pores sont orientés de l'intérieur vers l'extérieur. Donc ce sont des objets qui peuvent permettre, par exemple, le transport d'espèces dans la cavité intérieure et que l'on peut libérer à volonté à travers les pores du système. Ici, donc avec le tensioactif employé, les pores du système sont de l'ordre de 2 à 2,5 nanomètres de diamètre pour une cavité de l'ordre de 100 nanomètres de diamètre. Voilà, donc maintenant j'en arrive aux polymérisations vivantes, mais je vais peut-être excéder mon temps, donc je vais essayer d'aller assez vite. Donc les polymérisations en chaîne, généralement quand il s'agit de polymérisation radicalaire, sont sujettes aux réactions de terminaison rapide. Et si l'on veut pouvoir contrôler l'évolution des masses molaires, il faut au contraire éliminer les réactions de terminaison et toute réaction donc involontaire non souhaitée des centres actifs. Donc c'est vrai en polymérisation anionique. Et donc, par exemple, on va parler de polymérisation vivante lorsqu'une polymérisation en chaîne ne connaît ni réaction de terminaison, ni réaction de transfert de chaîne. Si par ailleurs, la réaction d'amorçage est une réaction très rapide et quasiment, on va dire, instantanée, à ce moment-là, on va aussi pouvoir contrôler l'évolution des masses molaires. Donc, le schéma ici donne le principe. Dans un premier temps, l'amorceur qui est représenté ici en vert, c'est la partie radicale amorceur, enfin espèce amorçante, et en bleu, le centre actif. Toutes les molécules vont réagir instantanément pour donner naissance aux chaînes macromoléculaires, et dont le nombre et la concentration sera absolument identique à la concentration initiale en amorceur. Et au fur et à mesure du processus de polymérisation, les chaînes vont s'allonger, mais toutes à la même vitesse. Ce qui fait que, in fine, une fois l'ensemble des monomères convertis, l'ensemble des chaînes macromoléculaires aura atteint un degré de polymérisation quasiment identique pour tous, ce qui signifie un indice de polymolécularité très faible. Mais non seulement ça, on aura également des fonctions terminales absolument identiques sur l'ensemble des chaînes macromoléculaires. On peut définir a priori le degré de polymérisation de ces chaînes par le simple rapport de la concentration initiale en monomère sur la concentration initiale en amorceur. Et donc on peut faire une prédiction à tout instant de la polymérisation. Pour la polymérisation radicalaire, il est totalement impossible, évidemment, d'atteindre le cas idéal d'une polymérisation vivante, puisqu'on ne peut pas supprimer ni les réactions de terminaison, ni les réactions de transfert de chaîne. Mais par contre, on peut se débrouiller et trouver des artifices qui vont permettre de créer des chaînes macromoléculaires qui, elles, n'auront subi aucune réaction de terminaison et aucune réaction de transfert pendant leur durée de vie, c'est-à-dire pendant leur étape de croissance. Ceci ne veut pas dire que les réactions de terminaison auront été éliminées, mais elles n'auront finalement concerné qu'un nombre très limité de chaînes macromoléculaires que l'on va qualifier de négligeables dans l'ensemble du système, la grande majorité des chaînes restant, elles, totalement non terminées. Donc je m'explique. On a donc un des exemples de polymérisation dite radicalaire contrôlée qui est basé sur l'emploi de radicaux nitroxydes.
Donc le radical nitroxyde est symbolisé ici. C'est un radical donc basé sur une fonction ici aminoxyle avec deux substituants qui sont donc des radicaux carbonés. Ces radicaux nitroxydes sont stables, ce qui est relativement rare pour un radical. Ils sont suffisamment stables pour ne pas dimériser, mais aussi pour ne pas amorcer la réaction de polymérisation. En revanche, ils sont sujets à des réactions de couplage radicalaire très rapides avec les radicaux carbonés. Et c'est sur ce principe qu'est basée la polymérisation radicalaire contrôlée par les nitroxydes. Donc cette désactivation des radicaux carbonés va donner naissance à des fonctions alkoxyamines, qui sont des fonctions qui vont rester stables dans les conditions usuelles de manipulation, c'est-à-dire à température ambiante, en solution, mais qui vont se mettre dans un état d'équilibre, donc de dissociation homolytique, pour régénérer les radicaux carbonés et le nitroxyde à des températures élevées. Donc au final, les radicaux propageants n'auront, pour certains et pour la grande majorité d'entre eux, n'auront pas le temps de se terminer pendant le temps de la polymérisation de manière irréversible avec un autre radical carboné, mais vont subir des cycles de désactivation par les radicaux nitroxydes, donc des cycles d'activation et de désactivation, qui vont faire que la grande majorité des chaînes macromoléculaires formées dans ce processus seront des chaînes terminées par la fonction alkoxyamine. Et puisque cette fonction alkoxyamine peut régénérer un radical carboné, rien ne nous interdit d'utiliser le polymère ainsi formé comme amorceur pour une seconde étape de polymérisation en présence d'un autre type de monomère qui va nous permettre d'accéder ainsi à des copolymères à bloc. Le nitroxyde, un des plus employés de la littérature, est le nitroxyde dit SG1, qui a été développé dans le laboratoire du professeur Paul Tordeau à Marseille il y a une quinzaine d'années et qui est maintenant utilisé par la société Arkema pour produire ce type d'amorceur alkoxyamine que l'on appelle commercialement le block builder. Donc c'est à partir de ces molécules que nous nous sommes intéressés à des systèmes de synthèse de copolymères à bloc dans des polymérisations aqueuses. Donc le caractéristique d'une polymérisation radicalaire contrôlée est qu'elle connaisse tous les principes des polymérisations vivantes, comme la croissance linéaire des masses molaires avec la conversion, des indices de polymolécularité faibles, un amorceur totalement consommé et de manière rapide, et surtout la capacité à former des copolymères à bloc. Alors les copolymères à bloc, il y en a une catégorie, et je finis sur cette partie-là dans 5 minutes environ, sont les copolymères à bloc amphiphiles, qui sont donc des espèces de copolymères à bloc dont les propriétés des deux blocs sont antagonistes. Et en particulier, donc, ces copolymères, lorsqu'on les observe à l'état solide, subissent des séparations de phase. Ces séparations de phase ne peuvent pas être macroscopiques parce qu'il y a un lien covalent entre les deux blocs qui génère donc une séparation de phase qui s'arrête au niveau microscopique ou nanoscopique pour donner toutes sortes d'organisations que je ne vais pas détailler ici. En présence d'un solvant sélectif de l'un des blocs, on va obtenir d'autres types d'organisations. En particulier, donc, suivant la longueur respective des blocs solvophiles et solvophobes, on va former soit des objets sphériques, soit des objets cylindriques, soit des vésicules. Donc, généralement, ce sont des objets que l'on va synthétiser, que l'on va créer dans l'eau, en plusieurs étapes d'élaboration. La première étape, c'est la synthèse du copolymère à bloc dans un solvant non sélectif, c'est-à-dire en solution. Et puis, l'on va travailler à l'élaboration donc, de ces morphologies en changeant le solvant, c'est-à-dire en partant donc d'une solution d'un solvant non sélectif et en introduisant un solvant sélectif comme l'eau par exemple. Donc goutte à goutte, on rajoute de l'eau jusqu'à rendre le solvant totalement sélectif de l'un seul des deux blocs. Le bloc non soluble dans le solvant va s'organiser en précipitant d'une certaine manière pour former donc des édifices qui vont être protégés de la phase environnante par le bloc totalement soluble dans le solvant. Donc le rapport, j'insiste, le rapport des longueurs des deux blocs est la force motrice qui va permettre d'élaborer ces différentes architectures. Dans notre cas, nous avons pensé, et ça c'est les travaux actuels du laboratoire, que l'on pouvait réduire à une seule étape l'élaboration de ces objets supramoléculaires en jouant non seulement sur l'étape de synthèse, mais aussi une étape d'auto-assemblage. Donc en gros, on va éviter d'aller successivement de la synthèse du premier bloc à la synthèse du deuxième bloc, puis à l'auto-assemblage
dans une étape ultérieure, et on va combiner toutes ces étapes en une seule réaction de polymérisation, qui est typiquement une polymérisation radicalaire contrôlée en émulsion. Donc on part d'un précurseur hydrophile vivant, c'est-à-dire capable de réamorcer une polymérisation dans l'eau, à partir, donc, en utilisant un monomère hydrophobe dispersé dans la phase aqueuse sous la forme de gouttelettes. Puisque ce monomère hydrophobe est choisi de telle sorte que sa solubilité dans l'eau ne soit pas nulle, on va avoir une première étape d'extension de chaîne du bloc hydrophile par un segment hydrophobe dans la phase aqueuse. Puisque le segment hydrophobe devient de plus en plus incompatible au fur et à mesure de sa croissance avec la phase aqueuse, il va précipiter sur lui-même dans une étape d'auto-assemblage pour créer des objets. Ces objets vont poursuivre leur croissance, non seulement la croissance de l'objet dans son volume, mais également la croissance des chaînes qui le constituent par poursuite de la polymérisation au cœur de la particule, alimentée en monomère par diffusion moléculaire à partir des gouttes de monomère. Donc nous avons travaillé sur un précurseur hydrophile qui est le polyacide acrylique, qui est en fait un polymère extrêmement important du point de vue de ses applications industrielles, très important pour la stabilisation colloïdale des particules de latex, et nous l'avons donc fonctionnalisé par le nitroxyde Sg1 de manière à le rendre vivant dans une étape ultérieure de croissance de chaîne en émulsion. Donc le premier exemple a été la polymérisation du styrène dans l'eau. Donc on a une polymérisation en émulsion où seuls deux constituants interviennent, la macroalkoxyamine hydrophile polyacide acrylique, qui va produire des radicaux et qui vont polymériser le styrène qui est contenu dans les gouttes. Ceci pour donner naissance à des particules sphériques formées in situ, auto-stabilisées par la couronne de polyacide acrylique. Typiquement ici, donc on a une couronne de polyacide acrylique de 21 unités pour un polystyrène de 1000 unités. Et le diamètre de ces particules répond au pH, puisqu'il est d'autant plus grand que le pH est élevé par extension des chaînes de polyacrylate de sodium, qui sont donc des polyélectrolytes. On peut polymériser des monomères dont le polymère est soluble dans l'eau à basse température mais insoluble à haute température, ce qui va donner naissance à des polymères sensibles à la température mais également sensibles au pH par leur couronne. Donc quand on polymérise, on obtient un latex parce que dans les conditions de température, le polymère de cœur est hydrophobe, mais lorsque l'on va abaisser la température à la température ambiante, les chaînes macromoléculaires vont reprendre leur régime de polymère en solution pour donner donc lieu à une solution parfaitement limpide. Si l'on réaugmente la température, on reforme des particules auto-stabilisées. Si on reste à une température faible de solubilité, de bonne solubilité du polymère de cœur qui est un acrylamide, polyacrylamide, mais que l'on passe à un pH acide où le polyacide acrylique est plutôt hydrophobe, on va inverser le style de micelle que l'on va obtenir. Et pour finir, dans ce cas-là, si l'on veut maintenir la stabilité de l'édifice formé pendant la polymérisation et éviter sa dissociation à basse température, on va introduire un monomère multifonctionnel qui va lier les chaînes par des liaisons covalentes pour en faire un gel interne, complètement donc réticulé, et l'abaissement de température qui conduit donc à l'expansion du volume maintient les objets dans leur forme sphérique, puisqu'il n'y a pas possibilité de séparation des chaînes qui sont liées par des liaisons covalentes. Et en revanche, l'élévation de température conduit à une expulsion de l'eau et retour à une particule complètement hydrophobe où l'eau a été totalement expulsée. Les propriétés rhéologiques sont bien sûr totalement différentes en fonction du volume occupé par les particules dans le système. Le dernier exemple, c'est de jouer avec la longueur des chaînes hydrophobes de manière à balayer l'ensemble des morphologies qui peuvent être obtenues par les principes d'auto-assemblage traditionnels, sauf qu'ici on les obtient en une seule étape de synthèse pendant la polymérisation vivante en émulsion. Donc si on vise un bloc hydrophobe, c'est du polyméthacrylate de méthyle relativement court, on fait des micelles sphériques et une solution parfaitement limpide. C'est une solution, en fait le terme est erroné, c'est une suspension de particules sphériques. Si on augmente la longueur du bloc hydrophobe, on va vers un système fibrillaire dont les fibres font plusieurs microns et le diamètre est de quelques dizaines de nanomètres. Ce système possède une très grande viscosité que l'on voit apparaître en cours de polymérisation et que l'on est en train de caractériser en ce moment par des mesures donc de modules élastiques et de modules visqueux.
Et puis si on poursuit encore en augmentant la longueur des blocs, on va aller vers la formation de vésicules, c'est-à-dire de bicouches, en encapsulant un cœur complètement aqueux et entouré donc d'une couronne stabilisatrice de polyacide métacrylique ici. Voilà, donc j'en ai terminé. Donc je vous ai montré, et je vais conclure très rapidement, que les matériaux polymères ne sont pas que des matériaux solides, qu'il y a beaucoup de réactions donc, de polymérisation et surtout donc, un très grand nombre de monomères possibles pour obtenir des matériaux qui sont des matériaux de la vie courante, des matériaux à l'état solide, mais également des systèmes de suspension, donc des gels, des peintures par exemple pour leurs applications, qui ont des applications en termes de rhéologie, comme ici par exemple, les fibres donnent des viscosités qui sont 1000 fois supérieures à celles de l'eau, même à l'état dilué, et lorsque l'on leur applique une vitesse de cisaillement, on retrouve la viscosité de l'eau, donc pour des vitesses de cisaillement de 100 secondes moins 1, montrant que les fibres peuvent se désenchevêtrer et avoir une réponse donc au cisaillement, ce qui peut en faire des fluides rhéologiques parfaitement intéressants pour un certain nombre d'applications. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je voudrais remercier à nouveau Clément pour m'avoir laissé le temps de faire cet exposé, de m'en avoir donné l'opportunité. Et je voudrais vous remercier aussi de m'avoir écouté, et en particulier aussi longtemps, puisque j'ai dépassé d'un bon quart d'heure le temps qui m'était attribué. Merci.